Alors, je parlerai uniquement en mon nom personnel. Mais quand on examine un malade, il faut déjà faire un diagnostic avant de proposer des remèdes. Or, la chose, je pense, la plus grave est qu'une partie croissante de l'opinion publique française s'interroge sur la capacité d'un système démocratique à faire face aux principaux défis que notre pays doit affronter. Ces interrogations, elles se traduisent de plusieurs façons. Forte montée de l'absentéisme. Quand vous pensez qu'aux dernières élections législatives, il y a eu 47% en moyenne de participation au premier tour et 43% de mémoire au second tour. Et puis la montée des extrêmes. Jamais le pays, depuis 40, 50, 60 ans, n'a connu une telle montée des extrêmes. De l'extrême droite, des différentes extrêmes droites et de l'extrême gauche, qui sont devenus majoritaires parmi ceux qui viennent encore voter. Alors, quand vous avez des 43% de citoyens qui viennent voter et que les deux, ou l'ensemble des deux partis extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, font plus de 50% des électeurs, on voit qu'on est vraiment en période de crise. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. La vraie question, c'est pourquoi une telle évolution qui n'est pas... cette évolution n'est pas récente, elle s'est accélérée, mais elle est ancienne, puisqu'on le voit depuis 20 à 25 ans se dégrader. Alors moi je crois qu'il y a plus grande raison. Et je voudrais parler pas uniquement de la crise démocratique au sens politique, il y a une crise démocratique sociale, sur laquelle je reviendrai, car on parle de l'abstention aux élections politiques, on pourrait parler de l'abstention aux élections des corps intermédiaires. Prenez les chambres de commerce. Vous savez quel est le taux de participation? Il est de moins 10%, 5, 6, 7%. Et donc, par exemple, on parle toujours des syndicats de salariés, mais prenez les syndicats d'employeurs. Quand il y a des votes, c'est des votes mais hyper minoritaires, à tel point qu'une partie des chefs russe du mois l'organisation patronale ne le représente pas. Et vous avez le même phénomène dans les représentants des salariés, tant du public que du privé. Il y a une baisse constante du nombre d'adhérents, c'est central. Grâce à la réforme des retraites, d'ailleurs, ils ont pris un petit peu d'air. Mais il y avait une baisse continue. Et plus grave, quand vous discutez avec les responsables nationaux et locaux des syndicats, y compris patronaux, plus en plus de mal à trouver des personnes qui s'engagent pour s'occuper des intérêts collectifs, des entreprises, des salariés, enfin que sais-je. Et on le voit même au niveau local. Moi, j'adore citer l'exemple de l'un des arrondissements de la circonscription. Il y a 110 communes. Eh bien, aux dernières élections municipales, qui sont toujours considérées comme celles dans lesquelles les électeurs s'impliquent davantage, dans la moitié, un tout petit peu plus même de la moitié de ces 110 communes, le nombre de candidats était inférieur ou égal au nombre de postes à pourvoir. Personne ne sort ces statistiques. Et que maintenant, pour avoir des conseillers municipaux, dans des communes de 200, 300, 500, 1000 habitants, il faut aller voir, les chercher. L'un de mes anciens suppléants, qui est le maire depuis des années de la commune des Blancs-Coteaux, ex-Vertu, enfin ils ont fusionné à 4, pour la première fois depuis qu'il y a des élections municipales au suffrage universel, il n'y avait qu'une liste dans une commune de 3700 habitants. Il en était malade. Il y a quand même eu 40%, 40-45% des électeurs qui sont venus voter. Il en était baba. Ce qu'ils craignaient, c'est qu'ils disent, mais à quoi ça sert de venir voter? Puisque de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Donc, on voit cela. Alors, quelles sont les causes profondes? Je crois qu'il y a une première cause profonde qu'on évoque très peu, c'est qu'on n'a pas perçu que les taux de croissance à long terme de la France, grosso modo, c'est 1% par an. Mais vous avez 0,4, 0,5, 0,6% d'augmentation de la population. Croissance naturelle et immigration nette. On était plutôt 0,5, 0,6, là on est en train de baisser, puisque la croissance naturelle a retrouvé la situation des années 20.
C'est-à-dire bientôt, le nombre de naissances sera inférieur au nombre de berceaux. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 0,4, 0,5 points de croissance du pouvoir d'achat. Mais c'est totalement imperceptible. Donc, comme disait l'un des leaders historiques de FO, il n'y a plus de grain à moudre. Alors, on n'est plus dans la situation où on croissait de 4 à 5% par an. Il y avait du blé à moudre, comme on disait, bon, on pouvait discuter, on faisait grève, vous voyez. La situation, elle n'est plus du tout celle-là. Deuxième raison, l'effondrement des grandes idéologies. Bien entendu, le communisme, quoi qu'on pense du Parti communiste, je discutais avec les dirigeants, parce que j'aime bien Roussel, on discute souvent ensemble, certains ils sont conscients que c'est la fin, quoi. Voilà, c'est la fin. Voilà. Il reste encore quelques petites entités, mais c'est pas simplement l'effondrement, le libéralisme qui a dominé quelques décennies. Bah, on voit qu'il se divise entre les libertaires et les sociolibéraux, comme on les appelle. Et parfois, les libertaires gagnent. Les libertaires, le libertarisme, c'est très simple. C'est les gens qui pensent que moins il y a d'État, mieux on se porte, et que l'accord conventionnel, le contrat, doit l'emporter sur la loi. Et qu'il faut mieux faire confiance aux citoyens, qui est une idée révolutionnaire d'une certaine façon. Vous voyez, l'actuel président argentin s'est fait dire là-dessus, en disant ils sont tous nuls, les péronistes, les libéraux, les machins, regardez dans quel monde ils ont mis le pays. Votez pour moi. Moi, je vais réduire l'État, hein, et puis tout va aller mieux. Bon, attendons la suite. Hein. Bon. Mais, vous voyez, les libertaires, les grandes structures qui encadraient le peuple français, les syndicats de salariés ou d'indépendants, les organismes consulaires, les églises, les associations sont beaucoup affaiblis. Moi, je fais beaucoup d'assemblées générales. Ben, on voit que les responsables, ils vieillissent et qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des successeurs. Or, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Il suffit de relire la démocratie en Amérique. Hein. C'est des associations, c'est-à-dire que les citoyens s'organisent librement entre eux. C'est des collectivités territoriales, c'est des syndicats qui sont une forme d'ailleurs d'association. Et c'est ça ce qui fait le tissu démocratique. Et puis, il y a une dernière raison, alors spécifique à la France, qui est l'extrême centralisation, qui s'est renforcée ces dernières années, en plus. Vous voyez ? Et on voit même l'actuel président, c'est la 3e fois qu'il promet une loi de décentralisation qu'on ne doit jamais venir. Vous voyez ? Et on ne fait que centraliser. Et on voit bien que cette centralisation, elle va à l'inverse du moment que connaissent la plupart des démocraties, qui ont plutôt renforcé, d'une part, la décentralisation politique, c'est-à-dire la décentralisation en s'appuyant sur les collectivités territoriales, mais aussi la décentralisation sociale, c'est-à-dire dire les partenaires sociaux, c'est eux qui doivent définir les règles et leur faire confiance, et que l'État n'intervienne qu'en substitut. Nous, c'est notre philosophie politique, au groupe Lyotte. Quand vous voyez le dernier accord, alors les partenaires sociaux, après plusieurs mois, se mettre d'accord, pour prendre un exemple concret, dans le cadre de l'Unédic, hein, pour améliorer la situation, puisqu'ils sont de nouveau en excédent, bien qu'ils aient 30 millions de dettes, 30 milliards de dettes, pardon, c'était 30 millions, c'est rien, 30 milliards de dettes. Bon, et le gouvernement dit, ah non, non, je ne suis pas d'accord. Ah là, je ne suis pas d'accord avec l'accord des partenaires sociaux. Non mais attendez, si vous voulez détruire une démocratie sociale, vous faites comme ça. Ouais, c'est pas compliqué. Ouais. Et ils sont en train de faire la même chose avec l'article Arco, qui étaient les deux secteurs dans lesquels les partenaires sociaux géraient une partie de la protection sociale, tout à fait minoritaire. Mais c'est eux qui la géraient. Il y a un autre exemple dont personne ne parle parce que ça marche, qui est la démocratie sanitaire d'Alsace-Moselle, puisqu'ils ont un régime propre et ils ont une caisse. Hein, et j'ai été le co-auteur de l'amendement qui leur a permis de fixer eux-mêmes le taux de leur cotisation. Parce que la République allait s'effondrer hein, quand on a déposé l'amendement. On a tenu bon. Bref, bon, la centralisation. Et puis, quatrième lieu, la diffusion d'idées sur laquelle les élus se battent pour accéder au pouvoir, pour en profiter personnellement, est dévastatrice. Même si c'est une minorité qui est là pour s'enrichir, profiter, etc., c'est eux dont on parle. On n'a jamais vu la une d'un journal disant telle femme politique, elle est vertueuse. Hein.
puisque la démocratie, elle suppose la vertu. Si vous ne croyez pas à la vertu, ne croyez pas à la démocratie. Voilà. Si, les régimes autoritaires, ils sont fondés sur le sentiment de la peur. On a peur, voilà. Et ben, la démocratie, elle est fondée sur la vertu. À partir du moment où les dirigeants sont plus vertueux, et ben, on détruit la démocratie. Alors, les solutions, je m'excuse, je vais vous redonner une petite... bon, les grandes réformes, si on partage tout ou partie de cette analyse de la situation, c'est décentraliser politiquement et socialement le pays. De dire aux partenaires sociaux, vous avez tel espace de liberté, en droit du travail, en protection sociale, etc. Et c'est vous qui le gérez. Nous, on est là pour intervenir, l'État, que quand ça ne va plus. Voilà. Mais c'est vous qui le gérez. Et la décentralisation politique, c'est la plus connue, hein, c'est de transférer des pans entiers. Alors lesquels? D'aller au bout de la décentralisation, par exemple, de la formation. On a confié la formation aux régions, mais on a continué à en garder une bonne partie. La santé, pourquoi on ne décentralise pas la santé? Le Parlement, simplement, définissant des enveloppes, et on les régionalise, et on confie aux régions ces enveloppes. Alors, en disant, vous allez faire vos choix de santé publique, qui ne sont pas forcément les mêmes en Occitanie, dans le Grand Est, etc. La deuxième chose, donc, c'est décentraliser donc, le pays socialement parlant. Troisième, réformer les institutions. Là, il faut qu'on choisisse. On ne peut pas rester dans ce merdier de la Ve République, qui n'est ni un régime présidentiel, qui n'est plus un régime parlementaire. C'est un régime parlementaire quand il n'y a pas de majorité, c'est-à-dire là, on est en régime parlementaire là, actuellement. Il n'y a pas de majorité, donc voilà. Mais il y a un moment, il faut mettre fin à cela. Et l'hyper-présidentialisation, qui est un désastre pour la démocratie. Alors, comme les Français veulent garder le droit d'élire leur président, bon, quand vous interrogez les Français, ils vous disent tous, non, on veut le garder. Mais à ce moment-là, parce que revenons à un régime à ce moment-là présidentiel à l'américaine. Il y a eu le Premier ministre, le président ne peut pas dissoudre, et au moins une dose de proportionnel, pour éviter les dérapages et que des minorités s'emparent du pouvoir, alors qu'ils sont tout à fait minoritaires dans le pays. Et puis, redresser les finances publiques, il faut en parler, hein, en redressant, en redonnant aux collectivités territoriales un lien entre le citoyen contribuable et le citoyen électeur, qu'on a détruit. On est en train de détruire la démocratie locale. Alors, ça fait 30 ans que je dis, vous voyez, mais maintenant, je dis Bercy a gagné. Et puis un dernier petit point, mais j'ai fini, de renforcer la transparence des patrimoines, des revenus, hein, tout le problème des conflits d'intérêts, et en aggravant les sanctions à l'égard de ceux qui ont fauté pour crédibiliser le thème de la vertu en politique, fondement de la démocratie. Excusez-moi d'avoir été un peu trop long.